bonjour. Euh, Merci à Mme Comino et toute son équipe de m'avoir donné l'occasion de venir à Lorient et en Bretagne aussi. Bon, moi je suis toujours neuropédiatre. Je dirigeais le service du CHU de Lille de neuropédiatrie et que j'ai quitté du fait de mon âge. Et comme disent les Belges, je suis pensionné, c'est mieux que la retraite. Mais je travaille, je suis un retraité qui travaille encore parce que la neuropédiatrie est une spécialité extrêmement stimulante et qui est aussi, comme vous l'avez dit, dans l'innovation et le partenariat. Et je vais essayer de vous montrer à partir de concepts comment la connaissance dans le domaine de la neuropédiatrie et donc plus généralement du cerveau de l'enfant, comment cette connaissance a considérablement évolué ces 20 dernières années, surtout ces 10 dernières années, du fait de la technologie, mais pas que du fait de la technologie, aussi du fait d'investissement. C'est aussi un des éléments dont vous venez de parler, l'investissement sur la compréhension du cerveau normal et pathologique. Et donc, comment, finalement, quand moi, médecin, je suis en relation duel avec une personne polyhandicapée et souvent sa famille, comment la connaissance me permet de donner du sens et comprendre comment on peut améliorer les capacités relationnelles. J'ai entendu la communication tout à l'heure, la communication, mais aussi l'autonomie dans ses différentes composantes et permettant finalement d'améliorer et de participer à cette relation humaine fondamentale qui est l'altruisme. Alors l'intelligence, parce que pour communiquer, de fait, quand vous prenez l'étymologie du mot intelligence, c'est l'aptitude à lier des éléments entre eux. Et finalement, ce que l'on fait en ce moment, c'est cela. On va lier des éléments entre eux, de langage, mais aussi d'environnement, mais aussi d'interrelation non verbale, ce qu'on appelle le métalangage. Tous ces éléments participent à l'intelligence. Et on a, pour des raisons sociologiques, politiques surtout, développé avec Binet la nécessité d'évaluer cette intelligence dans le domaine de fait de la déficience et du handicap, mais aussi dans le domaine politique, parce que je rappelle que les tests d'intelligence ont surtout été développés avec le développement de l'immigration, notamment aux États-Unis. Et ces tests d'intelligence ont un inconvénient majeur, c'est qu'ils testent une fonction parmi d'autres. Et l'intelligence du psychologue, d'un neuropsychologue, va être de mettre de la cohérence entre ces différents éléments pour savoir si une personne a une intelligence dite normale ou anormale. Et vous voyez cette courbe de Gauss qui est la répartition statistique de l'intelligence dans la population humaine, dite normale. Et cette courbe de Gauss a un inconvénient majeur, puisque c'est dans son développement, sa création même du concept, qu'elle n'explore pas les effets planchers, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine valeur ou une capacité de traitement de l'information, donc on va dire du QI au sens très schématique du terme, les tests n'explorent pas et limitent forcément une évaluation comparative et évolutive.
Il n'en demeure pas moins que tout n'est pas dû à l'intelligence, et je voulais commencer en vous montrant cette étude tout à fait pertinente sur les jumeaux, et qui montre, vous voyez, 11 000 paires de jumeaux rapportées dans la littérature. Et cette étude montre que, je sais pas, il y a non, il n'y a pas de laser là-dessus. Il y a un laser là-dessus? Bon, c'est pas grave. Cette étude montre que plus vous êtes jeune, c'est contre-intuitif. Plus l'environnement est important et moins la composante génétique intervient dans l'expression de cette intelligence. Et plus vous allez avancer en âge, plus l'expression de l'origine génétique d'où vous venez va être importante. Alors qu'on pourrait croire qu'au départ, c'est l'intelligence génétique et que l'environnement, non, c'est l'environnement surtout au départ. Et on le voit, tous les professionnels qui s'occupent de la petite enfance en ont parfaitement conscience. Et vous voyez, on estime à peu près à 40% l'impact de l'hérédité, donc d'où vous venez, si je puis dire, et dans les premières années de vie, alors que au début de la fin de la puberté, début de l'âge adulte, on estime à 70%. Et alors, je ne vous dis pas après. D'où l'expression, plus on avance, plus vous allez entendre dans votre environnement. En tout cas, ceux qui sont en couple vont l'entendre. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Hein? Voilà. Et ça, voilà. Je me suis dit, en disant ça, c'est vrai, il y a des choses qui s'expriment, mais il faut du temps. Alors, si on reprend maintenant l'intelligence et sa variation dans la population, ce que je voudrais vous montrer là, c'est que on estime qu'il y a 3% de la population tout venante qui se situe en dessous de la norme. La norme étant considérée alors avec toutes les limites, parce que c'est pas un topo sur comment évaluer l'intelligence, mais la norme est considérée entre 70 et 130 de QI, bon, avec toutes les limites et les précautions. Donc, quand vous êtes en dessous de 70, on considère que vous êtes hors norme, qu'il y a une déficience légère, puis moyenne, puis sévère et profonde. Mais 3%. Mais si on prend maintenant la déficience sévère et profonde, c'est 0,25% de la population. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en vert, là, c'est surtout l'environnement. Et en rouge, c'est surtout la maladie, au sens très large du terme. Les maladies génétiques, environnementales, les toxiques, les maladies infectieuses, tout ça qui entraîne des lésions cérébrales et qui vont être à petite courbe rouge. Alors, d'où vient maintenant, quelles sont les bases de cette intelligence? Alors, schématiquement, on peut considérer qu'il y a j'ai pas de flèche, ça me gêne, mais tant pis. Il y a, pour que cette machine cérébrale fonctionne, vous avez les neurones, leur connexion, les synapses. Les synapses se connectent sur des branches des neurones qu'on appelle les dendrites. Et ce qui est nouveau, disons, ces 10 dernières années, et ce n'est pas un hasard, vous allez vite comprendre intuitivement, on s'aperçoit que l'intelligence, ce n'est pas que les neurones, c'est aussi les fibres qui relient les neurones. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on est dans l'ère de la fibre optique, de la communication, et l'intelligence, ce n'est pas que les neurones. Si vous avez une box, mais vous n'avez pas la fibre, et que vous avez ADSL, ben, vous voyez bien la différence de rapidité
avec laquelle vous allez pouvoir traiter l'information sur votre ordinateur. Dans le cerveau, c'est un peu pareil. Plus la transmission va se faire vite, plus votre capacité va être importante. Et on va voir dans le domaine du polyhandicap l'importance de ce fait. Alors, si on prend le côté intracérébral, les dendrites, donc les neurones donnent des branches qu'on appelle des dendrites sur lesquelles se font les connexions, les synapses. Ces dendrites, comment on a pu les étudier? Je vous montre ça pour vous montrer les techniques qu'on développe maintenant, extrêmement sophistiquées. Cette étude s'est intéressée à des patients qui devaient être opérés du cerveau pour des maladies variées, mais essentiellement l'épilepsie. Mais pas que, mais essentiellement l'épilepsie. Tous ces patients ont été testés avant leur intervention, parce que j'ai marqué QI, là, 100. Ils ont tous eu, bien sûr, des IRM. Ils ont tous eu des enregistrements des signaux que produisent leur cerveau. On envoie un signal, on regarde comment le cerveau réagit, ce qu'on appelle les potentiels évoqués, et les électroencéphalogrammes. Et puis, ils ont été opérés. Et plutôt que, si je puis dire, jeter, se débarrasser de la lésion, la partie du cerveau qui avait été enlevée parce que malade, on l'a étudié. Et on a regardé au microscope optique et électronique, la structure de ces pièces opératoires. Et on a pu mettre en culture ces pièces opératoires et étudier des modèles de culture neuronale. Donc vous voyez, on est passé de la clinique à la recherche fondamentale à partir d'un élément du patient. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. C'est très important, le lien entre les laboratoires fondamentaux et la clinique et réciproquement. Et qu'est-ce qu'on a pu montrer dans cette étude? Qu'il y avait une corrélation forte entre la taille des dendrites et la rapidité avec laquelle un signal est traité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a montré, c'est qu'il y avait un rapport, une corrélation forte entre le niveau d'intelligence et la taille des dendrites. Donc, il y a une base structurelle à l'intelligence. Il n'y a pas qu'une base environnementale, c'est évident. Ce n'est pas que des gènes, c'est plus compliqué. Et si on regarde aussi d'autres éléments de cette étude, on s'aperçoit que le nombre de branches d'une dendrite, comment cet arbre dendritique est ramifié, plus il a de ramification, plus le niveau d'intelligence est élevé. Alors heureusement, les dendrites, ça pousse, c'est comme les arbres, et comme le printemps en ce moment, la croissance et la ramification des arbres, dans mon jardin, les arbres fruitiers, je suis toujours fasciné, je pense toujours à ces dendrites en les voyant. Bon, mais en même temps, les arbres, il faut les tailler si on veut du fruit. Et le cerveau aussi, hein, il faut le former, il faut le stimuler si on veut du fruit. Donc simplement, vous voyez là un élément important, le lien entre l'intelligence et la structure dendritique. Et puis il y a les synapses. Les synapses, c'est donc les connexions qui viennent d'autres neurones et qui vont se connecter aux neurones adjacents ou à distance. Et là, je voudrais vous montrer une étude beaucoup plus ancienne, mais qui est toujours citée, qui est puissante. C'est un travail de 8 ans, de plusieurs équipes, à l'époque. 1987, ça a été publié. Voilà, à l'époque, on a réalisé par des biopsies sur animaux et aussi sur des pièces opératoires, des prélèvements, mais toujours le même type de prélèvement avec le même type d'appareil. Et on a regardé sur 1 mm3 de cortex, donc 1 mm, 1 mm, 1 mm, le nombre de synapses par l'analyse automatique d'image, le nombre de synapses qu'il y avait dans 1 mm3 de cortex. Et l'innovation, le génie de cette affaire, de cette étude, de ces équipes, c'était de se poser la question, mais comment ça évolue au cours du temps, au cours de la vie, entre la période anténatale jusqu'à
jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de vie. Et vous voyez là, en abscisse, la naissance, entre 28 et 10. Donc 28, c'est 28 semaines anténatales, puis 10 jours. Là, c'est non linéaire, donc 10 jours, les mois, les années, jusqu'à 70-80 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? Et en ordonnée, le nombre de synapses par millimètre cube. Mais la base de temps, c'est 10 puissance 8. Donc 100 millions. Donc vous avez 100 millions, 200, 300, jusqu'à 800 millions. Quand vous êtes en anténatal, si je puis dire, quand on est en utérus de sa mère, ben, à la naissance, on va tourner entre 150 et 200 millions de synapses par millimètre cube. Puis on va monter la première année à 800 millions par millimètre cube. Puis la première année, en gros, hein, c'est entre 8 et 14 mois, bon, un an. Et puis après, jusqu'à 5 à 8 ans, on va passer de 800 à 400 millions. On va détruire la moitié de notre potentiel. En fait, on détruit, mais en sélectionnant. C'est-à-dire en fonction à nouveau de l'environnement, vous allez plus ou moins sélectionner de façon cohérente ou non cohérente, en fonction de l'environnement pathogène ou au contraire éducatif, si je puis dire. Vous allez sélectionner ces synapses. Puis après, ça va se stabiliser jusqu'à 40-50 ans. Et puis après, il y a ce que j'appelle la période des experts. C'est-à-dire qu'après, vous perdez des synapses, mais vous continuez à les augmenter dans votre domaine d'intérêt. C'est-à-dire l'expert, par exemple, moi je suis expert dans le domaine de la neurologie, je ne suis pas bon du tout, je ne suis pas en cardiologie. Bon. Et donc, vous êtes bon dans un domaine, mais il ne faut pas leur poser des questions aux experts dans d'autres domaines que leur domaine d'expertise, parce qu'ils sont incompétents. Donc, c'est finalement un domaine d'incompétence, sauf dans leur domaine d'expertise. Et ça, c'est à partir de 40-50 ans, vous refaites de la sélection. Et de fait, on voit avec l'âge que les centres d'intérêt diminuent. Il y a beaucoup d'études sociologiques intéressantes d'ailleurs qui ont des conséquences sur l'urbanisme, sur plein de domaines. Il y a à Londres, il y a un musée, j'étais voir un musée du design, j'allais pour le design, et en fait, ils ont beaucoup étudié ce problème-là, parce que ça explique le positionnement des gens dans les villes et tout ça. Bon, tout ça pour dire que vous voyez que c'est non linéaire et que, en gros, les 5 premières années de vie, c'est là où tout se joue sur le plan du potentiel, d'expression du potentiel. Et alors, les flèches, c'est les accidents de la vie qui peuvent arriver. Et vous voyez, là, premier message important aussi, à quel moment ces accidents sont survenus. Les conséquences sont totalement différentes si c'est anténatal ou c'est survenu à 12 ans. Complètement différent dans l'expression du potentiel. Et ça, c'est fondamental. J'inciterai aussi à la fin, quand je parle des diagnostics dans le polyhandicap. Chaque personne polyhandicapée a une histoire différente médicale. Et si on regarde alors l'évolution du cortex, ça va aussi, c'est contre-intuitif. On pense que le cortex, plus vous avancez en âge, surtout dans les 20 premières années, plus votre cortex se développe. Ben non, c'est l'inverse. Quoi, c'est pas l'inverse, c'est différent. C'est-à-dire que, vous voyez, des études qui ont été faites aux États-Unis, parce qu'en France, c'est pas autorisé de faire des IRM à des gens qui se portent bien. Donc, là, 5 ans à 20 ans, on a fait des IRM en coupe serrier et on a regardé l'évolution de l'épaisseur du cortex. Et cette épaisseur du cortex se traduit par une échelle colorimétrique. Plus le cortex est épais, plus il est rouge, plus il est fin, plus il est indigo, violet. Et donc, vous voyez, à 5 ans, on a encore des zones très épaisses, et puis plus vous avancez, plus il s'amincit. Ça veut dire quoi? C'est que plus vous avancez en âge dans les 20 premières années, plus votre cortex est connecté. Vous prenez cet ordinateur, vous voyez, qui n'est pas capable de me donner le retour. Et ça,
il y a, je sais pas, peut-être 100 fois plus de transistors là-dedans que là-dedans. Donc beaucoup plus fin. Donc contrairement à ce qu'on croit, un cortex bien développé, il s'amincit, il va diminuer les distances pour augmenter la vitesse, la densité d'information par une unité de temps. Donc cet élément est fondamental à avoir en tête quand on parle d'imagerie après. Alors, il y a les synapses, il y a les dendrites, il y a les neurones, et puis il y a la myéline. La myéline, c'est le constituant des nerfs. Donc, c'est un système, vous avez l'axone, et autour de l'axone, vous avez un peu comme une bûche de Noël qui est tournée autour comme ça, et plus c'est épais, plus ça va aller vite. Plus la fibre optique va débiter. Et vous voyez, voilà un papier de Yakovlev, émigré russe déjà à l'époque, publié en 1967, qui a émigré pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a consacré sa vie à l'étude d'amyline. Il avait une question géniale, mais ça n'intéressait personne à l'époque. Comment objectiver, analyser la myéline sur le cerveau? Alors là, c'était sur, bien sûr, des prélèvements post-mortem. Et sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'on peut considérer que la myéline se développe dans notre cerveau. Là, vous avez première colonne, la période anténatale, deuxième colonne, première année, 1 à 10 ans et 10 à 30 ans. Ben, cette myéline va se développer surtout dans le système, tout ce qui est là. L'audition, l'olfaction, la vision, tout ce qui est sensoriel, au sens premier du terme, et puis après, ce qui est sensitif, on le verra. Donc ça, vous voyez, les triangles noirs, c'est l'évolution jusqu'à la maturation. En 67, il a publié ça. C'est encore cité, cet article. Et en 67, il a montré que tout ce qui était là, la transmission nerveuse, c'était mature, vous voyez, quasiment à la naissance. Ça commençait avant. Vous voyez, par exemple, vous voyez les radiations acoustiques, ça commence avant. Ce qui est sous-cortical, ça commence 4 mois. À partir de 4 mois, on sait que le fœtus est capable d'intégrer un signal sonore. Deuxième grande phase, la phase motrice. Et vous voyez que la phase motrice se développe surtout durant la première année, jusqu'à 18-20 mois. D'ailleurs, on marche au plus tard à 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut que la transmission ait lieu, que la myéline ait été fabriquée. Et puis, vous avez le troisième système, le système intégratif, qui va être la base de l'intelligence. Ben, si vous regardez cette structure, la myéline, qui va permettre cette transmission, elle va se développer surtout en postnatal et surtout entre la naissance et en gros 30 ans. Maintenant, on sait le corps calleux, une des structures d'association des deux hémisphères, finit vers 35 ans. Donc, jusqu'à 35 ans, vous augmentez progressivement votre vitesse, votre maturation. Et voilà, entre 67, bon là ça n'apparaît pas, et 2007, voilà, c'est la même chose, sauf que là on le voit in vivo, la communication qu'il y a entre la surface et ce dont je n'ai pas encore parlé, la profondeur, ce qu'on appelle les noyaux, tout ce qui est les structures diencéphaliques au centre du cerveau, dont la technologie actuelle a montré l'importance du cerveau dit sous-cortical. Et vous comprenez mieux, et là il y a des millions de fibres, là c'est les premières images, donc ça visualisait quelques fibres. Mais ce que je veux montrer là, c'est qu'il y a des grandes boucles de régulation entre la surface et la profondeur du cerveau, et donc la myéline va être essentielle. Et donc à partir de ce moment-là, vous commencez à comprendre que la myéline, c'est la fabrication, c'est l'environnement, ce sont les maladies héréditaires, c'est la pathologie infectieuse, ce sont les traumatismes, tout ça va pouvoir modifier la myéline. Preuve en est, voilà un premier papier à peu près à la même époque, vous voyez 2003, qui montrait chez l'enfant la corrélation entre le volume de la substance blanche, de l'ensemble de la myéline du cerveau. Je passe sur la technique qui permet, en IRM, on peut extraire tout ce qui est blanc et tout ce qui est gris, tout ce qui est cortical, tout ce qui est neuronal. Et donc, la corrélation qu'il y a entre la quantité de myéline
et l'index de développement. Ça, c'était fait dans les parasies cérébrales, où c'est surtout la myéline qui est touchée, les neurones, mais aussi beaucoup la myéline. Et on montrait donc qu'en mesurant la substance blanche, la myéline, on avait un indicateur du potentiel de développement. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce que ça remettait en cause l'intelligence des neurones. Pareil chez l'adulte, vous voyez des techniques qui permettent, à partir d'une image, d'extraire sur une coupe la substance blanche. Alors, on parle toujours du cerveau, et je voudrais dire quelques mots du cervelet, une petite structure qui est à l'arrière du cerveau, que j'ai isolé là en pointillé. Ce cervelet, quand j'étais sur les bancs de la faculté, on m'a expliqué que le cervelet, ça servait surtout à la coordination motrice, ça nous servait à l'équilibre. Et pourtant, on savait déjà, mais là aussi, il y a du déni, il y a de l'acceptation. Ce cerveau, 1/10 du volume du cerveau, 50% des cellules du cerveau, le cervelet et le cerveau. Donc, il y a autant de cellules dans le cervelet, et on retrouve l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà, il y a plus là-dedans qu'un ordinateur de bureau. Hein. Bon, pourquoi? Parce que c'est très compacté. Et bien sûr, à partir de ce constat anatomique, c'est évident que s'il y a la moitié des cellules du cerveau, intracrâniennes, qui sont dans le cervelet, c'est que le cervelet sert à bien autre chose que l'équilibre et la coordination. Et de fait, le cervelet reçoit, vous voyez, des noyaux gris centraux, mais aussi de l'audition, de la vision, de la sensibilité. Bref, le cervelet est un organe qui va en fait servir de coprocesseur à l'ensemble du cerveau. Et ça veut dire tout ce qui est calcul de probabilité intracérébrale, c'est le cervelet qui va libérer le cerveau de cette fonction. Et on peut schématiquement dire que dans votre crâne, vous avez le cerveau, les structures centrales, le diencéphale et le cervelet. Ben, le cerveau, c'est en vert, c'est l'éponge. Et souvent en consultation, vous entendez cette phrase, et ben, ah non, ça, on n'en a jamais parlé à notre enfant. Et je leur dis souvent, donc vous en avez parlé, puisque vous n'avez pas parlé. De ne pas en parler, c'est un message. Bon. Donc ça veut dire là, j'explique souvent aux parents, le cerveau, c'est une éponge. Ça prend tout, mais ça n'enregistre pas tout, mais ça prend tout, en apparence. Après, cette éponge, les informations vont être traitées par les structures qui sont en rouge, là. Ces structures en rouge, c'est des structures du rapport signal-bruit. Vous avez, parmi ici, un éclairage, une ambiance, qu'on va mémoriser. Merci, excusez-moi. Je ne savais pas qu'il y avait de la captation, pardon. Et donc, le diencéphale, la partie centrale, sur ces ensembles de signaux qui arrivent, vous extrayez chacun différemment des signaux ou un signal et ce qui vous paraît essentiel aux dépens du reste. Et une fois que vous l'avez extrait de ce bruit de fond, vous allez le traiter à nouveau, principalement dans les régions frontales, les régions antérieures du cerveau. Pour faire ces différentes opérations, enregistrement du signal, sélection du signal, traitement du signal, c'est le cervelet qui va servir de superviseur. Et ce cervelet va être essentiel dans la cohérence de la pensée, dans l'attention, dans la vitesse d'adaptation. Et vous voyez, simplement pour montrer, je passe sur toutes les techniques, mais on est capable de visualiser maintenant toutes les connexions, les fibres optiques qui relient le cervelet au cerveau. Vous voyez, en éventail, là c'est une des parties, c'est un travail qu'on a fait là avec l'équipe de radiologie à Lille sur des cerveaux d'enfants, mais c'est en éventail sur l'ensemble du cerveau.
Et si, voilà. Et si on regarde maintenant, j'ai pris un exemple parmi d'autres, le problème de l'autisme. Vous savez que c'est un syndrome, donc c'est extrêmement hétérogène. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une étude, toutes ces études que je vous montre, elles ont toutes moins de 10 ans, hein, sauf une ou deux là, que je vous ai montrées avant, mais toutes elles sont récentes. Une étude qui a appris tout ce qu'on savait sur l'origine de l'autisme rapporté dans la littérature scientifique. Et vous voyez qu'il y a donc 1% de la population générale, l'âge de la mère, l'âge du père, la déficience, les retards mentaux chez les parents d'enfants autistes, les accidents, les traumatismes, la prématurité, etc. Et puis vous arrivez à le cervelet et enfin l'hérédité avec les jumeaux monocoriales, monoamniotiques, les jumeaux vrais, où là vous avez un risque multiplié par 50. Mais quand vous avez une atteinte cérébelleuse, risque multiplié par 36. C'est la première atteinte. Et c'est le fameux papier de Courchaine dans l'Annales of Neurology qui, il y a 20 ans, qui a mis en évidence pour la première fois qu'il y avait une anomalie dans le cerveau des enfants autistes qui se situait au niveau du cervelet. Simplement pour vous montrer l'importance de cet organe. Et on va le voir à la fin dans la conclusion sur l'approche de la personne polyhandicapée. Cet élément est essentiel à considérer. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, comment ça fonctionne? Vous allez mieux comprendre. Vous avez le cortex, donc ce qui était en vert sur le schéma, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est l'éponge. On absorbe tout. Et puis, vous avez, deuxième élément, l'apprentissage par renforcement. C'est la sélection du rapport signal-bruit. C'est-à-dire vous avez tous les signaux qui arrivent et vous allez renforcer certains signaux aux dépens ou au profit d'autres. Et puis, en connexion directe entre noyaux gris centraux et cervelet, la supervision. La supervision qui va, lui, permettre, ce cervelet, toutes les corrections d'erreurs et augmenter fortement la cohérence. C'est par exemple ce que j'essaye de faire en ce moment, rendre mon discours le plus cohérent possible. Alors, neurodéveloppement et apprentissage, comment maintenant, à partir de ces quelques éléments, bon, j'ai fait des sections parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais voilà un papier récent qui montre jusqu'où on peut aller dans la compréhension de notre cerveau qui apprend. Vous présentez à des nourrissons, des enfants, puis des ados et des adultes, des images qui sont soit, vous devez le voir, au moins de deviner, des visages, soit des photos en noir et blanc et du gris qui n'ont aucun sens. Ça fait croire, c'est ce qu'on appelle un masque. Ça fait croire qu'il y a peut-être quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. Donc vous avez des visages, et on regarde avec eye tracking, avec une technique qui permet de suivre l'œil, le temps sur lequel l'enfant ou l'adolescent, la personne, va fixer une première image qui a du sens aux dépens d'un masque. C'est ce qu'on appelle le clignement attentionnel, c'est-à-dire la capacité à lâcher une cible pour s'intéresser à une autre. Quand vous êtes quelque part en conduite automobile, il y a une voiture qui arrive de votre droite, en fait, votre cerveau le voit avant que vous en ayez conscience. La preuve en est, c'est que si vous êtes, j'allais dire, attentif normalement, vous allez freiner alors que vous n'avez pas encore conscience. Vous appuyez sur votre frein si la personne arrive de droite. Et justement, si vous êtes fatigué, etc., et dans quel cas vous n'avez pas appuyé sur le frein, c'est si à nouveau, si à nouveau vous faites ça en conduisant, vous ne pouvez pas. Votre cerveau n'est pas capable. Et bien là, ce que ça montre, c'est que vous voyez 100 millisecondes, 300 millisecondes, 700 millisecondes. Des enfants entre 3 et 8 mois,
il faut attendre 700 millisecondes pour qu'il passe de l'un à l'autre. C'est comme s'il était bloqué avec un iPhone, parce que le temps de traitement est long. Si vous passez l'enfant de 3-4 ans, vous voyez, 300 millisecondes. Et là, vous prenez l'adulte des 100 millisecondes. Ça y est, il faut 100 millisecondes, un dixième de seconde, et ça y est, il peut passer d'une cible attentionnelle à l'autre. Ça, c'est des techniques récentes. C'est sorti ce papier mars 2022. Et donc, qui permettent vraiment de savoir comment notre cerveau fonctionne. Ils ne sont pas intéressés de circuit, ils s'en fichent. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était comment on traite deux cibles attentionnelles coup sur coup. Et finalement, quel est l'impact dans le traitement? L'impact premier, c'est la vitesse de traitement. Donc, on retrouve la myéline et tout ce que je vous ai expliqué avant. Et de la même façon, je vous ai expliqué au début l'importance de l'environnement. Voilà, là, à gauche, il y a une cible à repérer sur un bruit de fond, et à droite, il y a plusieurs cibles à repérer sur un bruit de fond. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le temps de réaction augmente d'autant plus que le nombre de cibles augmente. Bon, ce qui est pas forcément évident. Mais quand vous avez une seule cible, c'est plus facile que plusieurs. Et ça, c'est important, on va le voir dans l'apprentissage. Si vous mettez plusieurs cibles, ça va être impossible à l'enfant de traiter. Et après, tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir l'appliquer dans les procédures, les process pédagogiques et les concepts d'apprentissage. Alors, toujours pareil, moi, mon job, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau pour pouvoir soigner et d'expliquer. Là, je vais vous montrer un élément important, parce que l'attention est une fonction qui est une fonction qui fait couler beaucoup d'encre depuis surtout une quinzaine d'années. L'attention, il n'y a pas une zone d'attention, il y a des réseaux attentionnels. Et simplement vous montrer qu'il y a deux grands types de réseaux. Il y a un réseau dit dorsal qui est on va dire en orange là, et un réseau qui est ventral. Le réseau dorsal là, c'est un réseau qui va se mettre en activité dès qu'il y a une condition qui vous oblige tout d'un coup à faire attention. Vous n'avez pas encore la cible, mais vous devez faire attention. Et le réseau en bleu, le réseau ventral, c'est le réseau qui va s'intéresser dans l'attention à ce qui est saillant, c'est-à-dire le rond parmi les croix. Oui. Donc vous avez deux systèmes de réseau. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que quand on s'occupe de personnes polyhandicapées, il est fondamental de savoir quel est le diagnostic original, c'est l'éthiopathogénie, c'est-à-dire la cause et les mécanismes causaux de ce polyhandicap, de cet état-là. Parce que suivant le diagnostic, forcément, ça va impacter pour comprendre quel est le niveau d'attention auquel la personne peut avoir, ou au contraire, quel est le niveau de perturbation de sa fonction attentionnelle. De la même façon, voilà tout ça, c'est des papiers très récents qui montrent l'évolution du langage au cours du temps. Ça, c'est, rappelez-vous, les synapses, 100 millions, 800 millions, puis ça redescend à 400. Donc, je vous ai dit, l'évolution est non linéaire. Ben, pour le langage, c'est exactement pareil. Vous voyez, 4 ans et demi, 8 ans, 11 ans et demi et 19 ans. Vous avez en haut l'hémisphère gauche, en bas l'hémisphère droit. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, des 20 premières années, les structures du langage vont, c'est cas de dire, se structurer de plus en plus aux dépens de l'hémisphère droit, où peu à peu les structures du langage vont disparaître et être transférées totalement sur l'hémisphère gauche. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple, parce qu'il reste des structures langagières à gauche, notamment sur le langage et émotion, par exemple. Mais ça, c'est fondamental pour comprendre, par exemple, quand vous avez un traumatisme chez l'enfant, à quel âge il est survenu.
la capacité à transférer va être différente à 4 ans, à 8 ans et à 12 ans, forcément. Donc vous voyez, à nouveau, le diagnostic, essayer de comprendre, parce que l'investissement, le temps pour récupérer va être beaucoup plus long si le traumatisme sur l'hémisphère gauche est survenu, par exemple, à 15 ans, ou est survenu à 4 ans. La plasticité va être beaucoup plus importante, forcément, à 4 ans qu'à 15 ans. Alors, je finirai là par les nouvelles techniques. Vous voyez, voilà, ça, c'est des IRM, maintenant qu'on traite comme ça. Il n'y a même plus d'image. C'est comme en génétique, vous n'avez plus de microscope pour voir les chromosomes. Simplement, ça, c'est l'évolution des capacités de calcul des ordinateurs qui peuvent mesurer dans un cerveau à quel moment, non, c'est pas tout à fait, dans un cerveau qui est au repos, quand on demande à quelqu'un ou quand vous vous endormez et que vous essayez, ce qui n'est pas simple, de ne plus penser à rien. D'ailleurs, si vous commencez à penser à quelque chose, vous ne vous endormez pas. Ça gamberge, ça tourne, comme ils disent. Donc, mais si on vous met dans une machine à IRM et qu'on vous demande de penser à rien, jusque dans les années 2000, c'est 2005-2007, Amoyer a eu l'idée géniale de voir, jusqu'à présent, jusqu'en 2007, on disait, bon, ben ça, sur l'IRM, tant que l'IRM fonctionne, tant qu'il n'est pas vraiment au repos, tant qu'il est au repos, on peut pas, c'est quand on va lui donner une tâche à la personne qui a un IRM qu'on va pouvoir mesurer l'activité dans une région. Et puis lui, il a eu l'idée de dire, mais on va regarder quand il est au repos, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, quand il est au repos, les zones qui sont dans le même état, thermodynamique, énergétique, se mettent en cohérence, en lien. Et donc, dans votre cerveau au repos, contrairement à ce qu'on croyait, votre cerveau au repos est en activité. Et le cerveau n'est jamais au repos. Mais l'activité du cerveau au repos, c'est une activité de mise en cohérence. C'est là où vous allez, c'est pour ça qu'on a dit, par exemple, dans la mémoire, si vous un enfant qui apprend, s'il dort bien, il va solidifier sa mémoire, il va mettre en cohérence. Et d'ailleurs, le mieux, c'est après, juste pendant quelques minutes, le lendemain matin, boum, il regarde sa poésie, il la lit et ça y est, c'est doublement fixé. La mise en cohérence. Et maintenant, par des techniques de calcul, on peut objectiver sur l'IRM les zones qui se mettent en cohérence les unes par rapport aux autres. Et là, simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est surtout les régions antérieures, frontales, qui sont actives pendant la période de repos. Il y a des régions frontales et des régions qui servent à basculer d'un hémisphère à l'autre, la communication d'un hémisphère à l'autre. Et là, c'est présenté maintenant sous ce qu'on appelle le graphe de Peterson. Vous voyez un cercle et chaque petite zone, eh ben, c'est une région du cerveau. Et on regarde celles qui sont le plus en cohérence et on voit le lien. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'avenir pour comprendre dans l'apprentissage qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans le cerveau. C'est encore de la recherche, mais ça va arriver très vite dans le soin. Quand je dis très vite, dans les 5 à 10 ans, ça va arriver dans le soin. Et ça va permettre de mieux comprendre pourquoi un individu parvient à apprendre telle ou telle fonction ou non. C'est fondamental. In fine, donc, on peut considérer que le cerveau, c'est finalement 3 grands cerveaux qui relient, qui mettent ensemble ou en cohérence des facteurs socioculturels, des facteurs de risque psychosociaux, les facteurs biologiques et les facteurs économiques. Et tout ça sur un cerveau en plus en développement quand il s'agit d'enfants. Et finalement, on peut considérer que vous avez 3 grands types de cerveaux. Les cerveaux sensorimoteurs, c'est la psychomotricité, l'ergothérapie, les cerveaux cognitifs et langage, la psychologie, l'orthophonie, cerveau des émotions et cerveau social, toutes les capacités relationnelles, toute la pathologie mentale.
Et ça, c'est fondamental à avoir en tête pour ne pas être en silo. Hein, c'est le gros problème des démarches de soins actuelles. Vous allez voir 10 spécialistes et le chef d'orchestre, ça va être qui? Les parents. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, bien sûr, on a voulu se déculpabiliser. Et voilà ce genre d'article qui sort dans un journal national. L'intelligence, on est moins en moins intelligent. Et c'est pas dû à nous, c'est l'environnement. Ouais. C'est peut-être dû aussi aux tests qui n'exportent plus la même chose. Alors, dans l'apprentissage, il y a la conscience, donc l'attention, comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, du clignement attentionnel. La conscience, voilà une photo sortie d'un documentaire sorti sur Arte, qui est encore accessible sur arte.fr, le pouvoir du cerveau, qui s'intéresse à qu'est-ce que la conscience, notamment. Vous pouvez aller voir ce documentaire qui est bien fait, qui a un peu trop de musique théâtrale, mais bref, ça perturbe le discours. Simplement, vous voyez, à quelqu'un où on montre une image, ou une lettre, ou un mot, mais trop rapidement, et là, on lui laisse ce temps de prendre conscience du mot. Simplement, ce que je voudrais vous montrer, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a la zone du langage, oral et écrit, mais il y a ce que véhicule le mot, il y a l'émotion, l'endroit où est le mot. En fait, tout le cerveau est concerné une fois que vous prenez conscience d'un signal. Et je voudrais terminer par cet élément, ce papier, qui est issu d'équipe de Stanislas Dehaene au Collège de France, qui a passé dans la machine les personnes de son équipe. Et bon, vous voyez comment c'est une IRM, donc un tuyau avec un gros aimant, on va dire, un électroaimant. Et dans le tuyau, on met un petit écran juste au-dessus de vous. Vous voyez, dans le tuyau, il y a l'écran. Et sur l'écran, on fait apparaître des mots. Vous voyez, des graphèmes qui n'ont pas de sens, puis des graphèmes qui sont des lettres rares en français, puis des lettres fréquentes en français, mais qui n'ont toujours pas de sens associé, puis des bigrammes qui sont fréquents, SS, QU, MB, des quadrigrammes fréquents, et puis à la fin, un mot. Bien sûr, il y a un côté humoristique dans le choix du mot. Et on regarde en IRM fonctionnel, comment votre cerveau réagit dans le travail. En fait, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il utilise comme fonction quand on lui présente sur l'écran tel ou tel signal. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que ce que vous montrez comme signal prend du sens, l'activité du cerveau augmente en espace. C'est-à-dire les zones du cerveau concernées par le signal sont de plus en plus importantes. Et c'est non seulement la conscience donc, du signal dont on prend conscience, mais la signification, l'émotion que l'on connote affirmément au mot final. Et vous voyez, là, vous avez une échelle d'activité entre rouge très actif, on va dire, et indigo très peu actif. Et vous voyez que plus vous avancez, plus le cerveau a une activité en IRM fonctionnelle. Et donc, et je finirai voilà, par cette diapositive, finalement, à la question de processus d'apprentissage d'une personne polyhandicapée, quid de son intelligence, ben, vous voyez l'importance des diagnostics. Je vous ai donné quelques éléments, bien sûr, il y a beaucoup à dire. Le choix des cibles, l'objet d'apprentissage. Il faut que c'est du sens. Donc, et ça, pour que c'est du sens, il y a l'expérience clinique de tout un chacun, des parents, des professionnels. Qu'est-ce qui a du sens pour telle personne et qui n'en a pas? Quel est l'objet qui n'a pas de sens, si je puis dire, ou qui n'est pas un centre d'intérêt? Le temps, je vous ai montré pourquoi je vous ai parlé de la myéline,
c'est que dans le polyhandicap, il y a toute une série de situations intracérébrales, de lésions cérébrales, qui altèrent le temps de traitement. Par exemple, si vous avez une atteinte du cervelet, alors que vous avez une intelligence normale, le temps de traitement va doubler, va tripler, va quadrupler. Mais si vous laissez le temps, la personne va savoir le traiter, même la complexité. Et bien sûr, à partir de là, la pédagogie. Quelles sont les stratégies d'enseignement, d'apprentissage qu'on va proposer? Et pour tout ça, on arrive à ce qui vous a été proposé en introduction, les moyens. Mais les moyens, les structures étatiques, politiques, qui proposent à qui vous demandez des moyens, il faut que c'est du sens. Et donc, il faut faire cette démarche-là. Et là, on voit, pourtant, on ne s'est pas correspondu avant, le mot essentiel, le partenariat. On ne peut plus travailler seul. C'est plus possible, c'est trop complexe. Je vous remercie.